Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons étudier l'objectif, les instruments ainsi que les limites de la politique budgétaire de relance par la demande. Alors partons d'une situation initiale de crise qui est due à une insuffisance de la demande effective. D'après John Maynard Keynes, la demande effective, c'est la demande qui est anticipée par les entreprises. Et c'est la demande qui est à l'origine d'une insuffisance de la croissance économique. D'accord ? Comme les entreprises anticipent une faiblesse de la demande, autrement dit une faiblesse de la consommation, de l'investissement, des exportations, etc., elles vont ajuster leur niveau de production à la baisse, moins embaucher, éventuellement licencier, ce qui va bien évidemment accroître le chômage. Pour Keynes, il faut donc mettre en place une politique budgétaire de relance par la demande, autrement dit il faut stimuler la demande effective, pour sortir de cette situation, de cet équilibre de sous-emploi, d'accord ? Pour sortir de cette situation où il n'y a pas suffisamment d'emplois qui sont créés par les entreprises. Concrètement, comment faire ? Par exemple, en augmentant les investissements publics, afin de pouvoir bénéficier du multiplicateur keynésien. Le multiplicateur keynésien, c'est tout simplement le fait qu'une augmentation des dépenses publiques a un effet d'entraînement plus que proportionnel sur la richesse nationale, ce qui va permettre de compenser la faiblesse de l'investissement privé. Je traduis en français. Dès l'instant où les pouvoirs publics vont injecter 100 milliards d'euros dans l'économie, par exemple par le biais d'une politique de grands travaux, pour pouvoir produire des infrastructures, des universités, tout ce que vous voulez, d'accord ? Ça ne va pas créer pour 100 milliards d'euros de richesse, ça va créer pour beaucoup plus de richesse. En réalité, les 100 milliards d'euros de dépenses publiques vont constituer 100 milliards d'euros en fait de revenus qui eux-mêmes ensuite seront consommés, investis auprès d'autres agents économiques, donc ils correspondront à de nouveaux revenus, etc. etc. Et vous voyez qu'en fait ça se passe dans le temps, et par vagues successives dans le temps, on va avoir finalement une sorte d'effet multiplicateur, ce qui fait que les 100 milliards d'euros initialement injectés par les pouvoirs publics vont se transformer en 200, 300, 400, 500 milliards d'euros de richesses nouvellement produites, mais cela se fait au fil du temps, d'accord ? L'objectif est de compenser la faiblesse de l'investissement privé. C'est pour ça que l'investissement est pris en charge par les pouvoirs publics. On parle d'ailleurs de socialisation de l'investissement. L'État peut également décider de baisser les impôts sur les ménages, notamment sur les bas revenus, puisqu'on sait que les ménages à bas revenus ont une propension marginale à consommer qui est très élevée. En clair, si vous donnez 100 € à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de revenus, il va quasiment tout consommer. Donc résultat, évidemment, ça va être super positif pour les entreprises. On peut aussi décider de baisser les impôts sur les entreprises. Accessoirement, augmenter les revenus des fonctionnaires. Tout cela va s'appuyer sur une augmentation du déficit budgétaire et va permettre une augmentation du pouvoir d'achat. On suppose également qu'il va y avoir un impact positif des stabilisateurs automatiques. Les stabilisateurs automatiques, en fait, ce sont des mécanismes qui s'exercent automatiquement, sans intervention volontaire des pouvoirs publics et qui vont permettre en quelque sorte de limiter la casse en période de crise. Exemple, dès l'instant où on est en période de crise, les ménages ont moins de revenus, donc ils vont payer moins d'impôts sur le revenu, les entreprises ont moins de bénéfices, donc elles vont payer moins d'impôts sur les bénéfices, il y aura plus de ménages pauvres, donc ils seront davantage à bénéficier du RSA, etc., etc. Donc vous voyez que d'un côté, il y a moins d'impôts qui seront à verser, d'un autre côté, il y aura plus d'aides qui seront au contraire à destination de certains ménages, et tout cela va permettre de limiter la baisse du pouvoir d'achat des ménages. C'est l'effet stabilisateur automatique en période de crise. Donc, cela va contribuer à une augmentation de la demande effective, la demande anticipée par les entreprises. Les entreprises vont être incitées à produire davantage, donc automatiquement elles vont créer des emplois et cela sera positif pour la croissance économique. Bon, bien évidemment, nous ne sommes pas dans le meilleur des mondes, donc dans le monde réel, ça ne marche pas exactement comme ça, d'accord ? Il y a des limites à la politique budgétaire de relance par la demande, notamment le risque d'inflation. Ça paraît logique, si on injecte beaucoup trop de pouvoir d'achat à destination des ménages, ils vont massivement consommer, la demande va exploser, et si les entreprises n'arrivent pas à répondre rapidement à cette demande, l'ajustement va se faire par les prix. Tout simplement, je traduis en français, les prix vont augmenter. On a également l'effet boule de neige. Alors bon, je pourrais très bien vous dire que l'effet boule de neige, c'est quand en fait les intérêts de la dette publique vont augmenter plus rapidement que la croissance économique, etc. etc. Bon, en gros, ça veut simplement dire que l'accumulation des déficits budgétaires va faire à terme exploser la dette publique, ce qui va limiter les marges de manœuvre des pouvoirs publics, d'accord ?
et résultat, ça sera de toute façon à terme négatif pour l'économie. Il ne faut pas oublier le théorème de Ricardo-Barreau, l'équivalence ricardienne. De toute façon, les agents économiques ne sont pas totalement débiles non plus. Ils se doutent bien que si on commence par baisser les impôts aujourd'hui, ça veut dire qu'à terme, il faudra les augmenter, quoi qu'il en soit. D'accord ? Troisièmement, on a également l'inadéquation des qualifications. Bon, tout simplement, ça signifie que c'est bien beau de créer des emplois, mais encore faut-il trouver de la main-d'œuvre qui aura les compétences adéquates pour pouvoir occuper ces emplois. Pareil, on donne du pouvoir d'achat, il y a plus de consommation, mais encore faut-il consommer Made in France. Si on consomme Made in China, on va relancer la Chine. C'est pas vraiment l'objectif en fait de la politique initiale. La théorie du revenu permanent de Milton Friedman, en fait, elle considère que la consommation n'est pas un acte instantané, mais que chaque consommateur, en fait, va inscrire ses dépenses dans une perspective longue, où il va intégrer l'évolution future, l'évolution probable de son revenu. Ce qui fait que dès l'instant où il verra, par exemple, ponctuellement et à court terme son pouvoir d'achat augmenter, c'est pas pour autant qu'il va nécessairement augmenter sa consommation. Et voilà. Ah non, il nous reste l'effet d'éviction. Pardon. L'effet d'éviction, c'est tout simplement le fait que les besoins de financement liés à l'accroissement des dépenses publiques vont provoquer une hausse des emprunts de l'État. Ça paraît logique. Donc résultat, sur le marché des capitaux, en fait, ce sont essentiellement des fonds qui vont aller à destination de l'État. Et les entreprises qui veulent essayer de capter une partie de ces capitaux devront proposer un taux d'intérêt plus élevé pour inciter en fait les banques à leur prêter. Mais résultat, ça ne va pas trop inciter les entreprises à s'endetter, parce qu'avec s'endetter à un taux d'intérêt plus élevé, c'est pas très motivant.